Bienvenue à toutes et à tous. Merci de répondre encore une fois à nombreuses et nombreux à l'invitation des presses universitaires de France et du Grand Palais pour le dernier débat du cycle La folie du Made in France dans cette saison 7 des lundis du Grand Palais. Alors ce soir, véritablement au cœur de l'intitulé de ce cycle, le Made in France, un retour en fanfare, point d'interrogation. Puisque nos débats ont toujours pour titre des questions qui amènent des questionnements, qui n'amènent pas forcément des réponses, peut-être d'autres pistes de réflexion. On est là pour essayer d'avancer ensemble. La première question est évidemment toujours très, très large. Pour commencer, je vais rappeler au public et aux intervenants la façon dont on procède ici. Pendant une petite heure, j'anime la discussion sur ce plateau, et puis la dernière partie de nos lundis sont consacrés aux interventions, aux questions du public dans la salle vers les participants, intervenants. Et donc, termine à 19h55 parce que les personnels du Grand Palais ont envie de finir leur journée, de pouvoir vider cette salle et rentrer chez eux, ce que l'on comprend. Nos intervenants, je vais les présenter rapidement dans l'instant, mais je leur dis aussi tout de suite que, même si j'ai évidemment nombre de questions pour les unes et les autres, pour l'une et les autres, qu'ils se sentent libres aussi à l'envie et au besoin de réagir, d'intervenir sans que nécessairement je leur ai donné la parole. Il s'agit vraiment d'un débat et que la parole y soit fluide, c'est ce que nous souhaitons. Je vais remercier déjà les quatre intervenants ici présents. Près de moi, Anne-Flore Maman Laroffi, qui est directrice de Semio Consult et professeure à l'ESSEC. Je développerai les CV dans un instant. À ses côtés, Benoît Elbrun, qui est auteur notamment au PUF d'un ouvrage, de plusieurs, que sais-je, le packaging, la marque, j'oublie le troisième tout d'un coup, mais il est dans ma présentation plus longue, dont je vais y revenir. Et puis les professeurs de marketing, notamment à l'ESCP Europe et à l'Institut français de la mode. À ses côtés, c'est Benjamin Carl, qui est journaliste et réalisateur d'un documentaire qui a beaucoup fait parler il y a quelques mois, et on va encore en parler ce soir. Et puis Guillaume Gibault, président du SLIP français. Il faut que je vous demande une carte de visite, parce que c'est vrai que c'est un intitulé de fonction original. Alors, ce qui est original, c'est que vous venez de m'apprendre que vous devez partir à 19h15, ce qui me met dans l'embarras. Donc, on gardera peut-être quelques questions pour vous avant que vous ne filiez, parce que... Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour une levée de fonds, si j'ai bien compris. Donc, on ne va pas empêcher le Made in France de prospérer. Bon, on va un peu du coup jongler avec cet horaire-là. Pour mieux cerner les enjeux de ces débats, les organisatrices ont pointé quelques questions dans l'invitation que vous avez sans doute reçue, se demandant si manger, s'habiller, consommer Made in France, c'est un acte citoyen, un gage de qualité, une bonne stratégie marketing, une notion rétrograde. Il y a des points d'interrogation partout. Le but de ces débats, c'est évidemment d'essayer d'enlever quelques-uns de ces points d'interrogation. Premier tour de table, toujours utile pour mieux présenter nos invités, savoir d'où ils parlent, comme on disait il y a quelques années. Je vais commencer avec vous, Anne-Flore Maman Laroffi, directrice, je l'ai dit, de Semio Consult. Les micros sont tous branchés, marchent parfaitement bien, parce que nous avons en régie quelqu'un de tout à fait compétent pour cela. Alors, est-ce que je dois vous appeler docteur pour commencer? Ça testera le micro. Bah, doctorat, c'est... Ah. Non, je sais pas, c'est mon voisin qui... Oui, il fait... Oui. Bon, docteur. Mais bon, c'est pas obligé. Bon, ça va, je vais être un peu moins formel par moment. Précisez que vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, titulaire d'un PhD de l'ESSEC, spécialiste du comportement du consommateur et de la marque, professeur dans de nombreuses écoles, l'ESSEC, l'HEC, ISC, et puis également professeur à l'étranger, pas seulement en France. Vous avez donc fondé il y a 4 ans, bientôt 5, un cabinet de conseil, Semio Consult. Vous travaillez avec des marques, aussi bien des grandes marques de luxe, mais aussi des petites et moyennes entreprises sur la question du positionnement de marque. Vous êtes également spécialiste de la contrefaçon, du comportement du consommateur, je l'ai dit, expert auprès de l'INPI pour l'Union européenne, expert Made in France auprès... Il existe toujours le ministère du redressement productif, ou il a changé d'intitulé? Ça a changé. Ça a changé d'intitulé. Hein. Ça, c'était l'époque du copain de... du copain de Benjamin, Arnaud Montebourg, dont on va parler. Pour reprendre le titre, question pour faire simple, pour commencer, est-ce qu'il y a selon vous, effectivement, un retour en fanfare du Made in France? Il y a la fanfare. Après, est-ce qu'il y a le retour? Ça, c'est une autre question. Alors, qui joue dans la fanfare?
Qui jouent dans la fanfare. Alors, il y a ceux qui étaient déjà présents sur le marché français, enfin qui fabriquaient déjà en France et qui surfent sur cette vague du Made in France, donc qui vont mettre en avant ce qu'ils font depuis longtemps, mais qui le mettent en avant, et ils ont bien raison de le faire. Après, il y a ceux qui ont, même les étrangers, qui vont faire des éditions limitées. J'ai vu ce matin qu'il y a Adidas qui va faire une édition limitée de sa basket phare. Donc là, je me souviens plus du nom exact. Mais pour le marché français uniquement, fabriqué 100% en France. Donc voilà, donc ça c'est aussi un marketing d'utiliser le Made in France. Et puis après, il y a ceux qui se sont aperçus pour des raisons diverses et variées que la délocalisation n'avait pas que des bons aspects. Là, je parle notamment pour le secteur du luxe, qui a eu quelques soucis avec ça, qui ont décidé de rapatrier la production en France. Mais ce n'est pas forcément lié à la fanfare. Voilà, c'est parce que ça arrive à ce moment-là dans leur stratégie d'entreprise. Bon, on verra on va suivre quelques-unes de ces pistes. Benoît Elbrun, vous êtes donc professeur de marketing à l'ESCP Europe, la plus ancienne école de commerce du monde, mais enfin, elle a changé plusieurs fois de nom depuis 1819. Professeur également à l'Institut français de la mode, diplômé d'HEC, philosophe de formation. Alors effectivement, j'ai oublié le que sais-je, le logo, qui était un des que sais-je que vous avez signé, avec la marque et le packaging notamment. Vous conseillez, vous aussi, des entreprises, grandes, petites et moyennes, dans leur démarche de création de valeur. On s'interrogera sur ces mots-là dans un instant. Et la création de valeur, alors, selon vous, est-ce qu'elle passe par le choix et la promotion du Made in France? Pour commencer sur une question un peu large. Alors, bonsoir. Moi, je pense qu'il y a une ambiguïté ou un paradoxe. D'abord, il faut expliquer peut-être ce que c'est que le Made in France. En fait, le Made in France, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois qu'il faut commencer par là. Dire qu'un produit est fabriqué en France, on voit ce que ça veut dire. Dire qu'un produit est fabriqué en Bretagne, j'y reviendrai plus tard, on sait ce que ça veut dire. Par contre, la loi ne stipule pas d'obligation très précise quant à l'appellation Made in France. Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation qu'une certaine partie de la valeur ajoutée était faite sur le territoire français, donc ce qui est quand même problématique. Et d'autre part, il suffit qu'une opération ait été faite sur le territoire français pour avoir le droit à une appellation Made in France. Donc il y a un paradoxe parce que finalement, on ne cesse d'acheter des produits qui sont faits dans d'autres pays, voire à l'autre bout du monde, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui bénéficient d'une opération qui ne peut être, par exemple, qu'une opération de reconditionnement faite en France et qui vont avoir le droit à l'appellation Made in France. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important effectivement de parler de fabrication française. Je pense qu'on va donner des exemples par la suite, mais je pense qu'il y a une nécessaire clarification d'un arsenal législatif qui a été à l'époque développé par des marques, sous la pression de lobby de marques françaises qui étaient bien intéressés dans les années 80 et 90 par le fait d'apposer un petit logo mammifère avec des grosses mâchoires sur une petite chemisette, produit qui était fait en Chine, en tout cas en Extrême-Orient, puisse avoir l'appellation Made in France alors qu'il n'était pas fabriqué en France. Donc il y a un tour de passe-passe en fait qui a été, qui se retourne finalement contre un certain nombre d'entreprises françaises aujourd'hui. Ça, je pense que c'est quand même un paradoxe sur lequel il faut quand même s'étendre. Et puis deuxième chose, mais ça je le développerai dans un second temps, l'autre paradoxe, c'est qu'on nous demande à la fois d'être cosmopolite, citoyen du monde, universel, etc., et de favoriser le local. Là, il y a quand même une ambiguïté. Alors, je veux bien que la société de consommation soit construite sur des injonctions paradoxales, mais il faut quand même détisser un petit peu ces paradoxes, me semble-t-il. Absolument, on viendra sur ces questions alors peut-être de protectionnisme patriotique. On parlera aussi de l'origine France garantie, par exemple, parce qu'il y a deux débats de là. On faisait un débat sur la gastronomie, on a vu que le label fait maison était un label pour le moins curieux, puisqu'il suffisait, je le rappelle, de mettre une feuille de persil sur un plat qui était arrivé, conditionné, sous vide, mis au micro-ondes pour que ce soit estampillé fait maison. Donc c'est vrai que les labels sont évidemment toujours assez compliqués. Alors je poursuis simplement ce tour de table avec Benjamin Carl, journaliste, qui en 2013 a réalisé une expérience de consommation en ne consommant donc justement et en ne vivant que avec et par des produits fabriqués en France. Il s'agissait évidemment d'interroger ce qui pouvait être vraiment fait avec le Made in France aujourd'hui. Made in France, c'était le titre de ce documentaire qui a été diffusé sur Canal+.
Alors vous dites être de fait la première et seule personne dont la vie a été labellisée Origine France Garantie, ce label dont on reparlera tout à l'heure. Mais on va revenir d'une façon un peu plus précise dans un deuxième temps sur votre expérience, mais juste pour en donner un avant-goût, parce qu'on vous a posé 1000 fois ce genre de questions. Benjamin Kahn, disons la chose la plus pénible et la chose la plus agréable dans cette expérience pour vous? La chose la plus pénible, c'est certainement le manque global. Enfin non, je reprends. La chose la plus pénible, en fait, c'est de repenser sa consommation et toute sa consommation, c'est le fait de s'alimenter, de s'habiller, de s'équiper, avec un seul prisme qui est celui de la fabrication française, donc la fabrication nationale, donc avec un territoire assez réduit par rapport à nos habitudes. La chose la plus agréable, c'est que je n'ai pas eu à changer mes habitudes concernant l'alcool. Bon. Pas de whisky, pas de bourbon, on y reviendra. Si, il y a quelques whisky français. Un breton, un alsacien, un corse aussi. Ouais. Est-ce que c'est bien sérieux? Enfin bon, on en parlera vraiment plus sérieusement. Guillaume Gibaud, pris par le temps et diplômé d'HEC, qui a travaillé chez Bio C'est Bon 2 ans avant de démarrer l'aventure du slip français. Fin 2011, les affaires marchent plutôt très bien, y compris si vous augmentez votre capital à l'issue de cette soirée, ce qu'on vous souhaite. Vous nous direz comment vous avez grandi en notoriété à travers différentes actions de communication assez chocs et assez drôles aussi, le plus souvent. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de choisir le nom de la marque? Non, en fait, c'est vraiment le point de départ de toute notre aventure qui a donc démarré effectivement il y a 3 ans. Et le slip français, c'est un pari entre amis, parce que je pense qu'une idée comme ça ne peut pas tellement sortir autrement. Le pari de lancer une marque de slip fabriquée en France. Et effectivement, avec beaucoup d'huile de coude et pas mal d'idées, on a réussi à bien grandir en 3 ans. On va faire 1,5 million de chiffre d'affaires cette année, et principalement sur Internet. Donc on a un modèle qui est un peu nouveau, qui est de fabriquer beaucoup, intégralement en France, et de vendre presque directement à nos clients par notre site Internet. Le nom de la marque, quand même, j'insiste, c'était vraiment... c'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. À la base, c'était 600 slips dans le coffre d'une voiture de location que j'ai ramené de l'usine à côté d'Angoulême. Et en fait, ça a pris très vite. Et en fait, on a démarré, après, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est le destin, j'en sais rien. Mais on a démarré 3 mois avant que François Bayrou, le premier, donne le thème du Made in France dans la campagne présidentielle de 2012. Donc vraiment, on avait 9 mois d'avance et les produits sont sortis 4 mois avant le gros du débat. Donc, on a anticipé pile dans le bon timing. Quelque chose qui est devenu, je pense, une vague un peu plus de fond. Alors, on va voir si cette success story, pour parler bien français, est voilà, emblématique ou si elle est un cas d'espèce, forcément toujours un cas d'espèce pour chaque entreprise, mais on ne va pas refaire à chaque fois un tour de table, mais Anne-Flore, Maman Larofip, vous aviez publié il y a quelques mois, c'était en mai 2014, un article intitulé « Opter pour le Made in France », point d'interrogation. C'était dans Reflet, vous ne voyez pas de quel article je fais référence, oui. Dans la question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous auriez conseillé à Guillaume Gibaud s'il était venu vous voir? Est-ce que vous auriez dit, oui, le slip français, c'est une bonne idée, allez-y là-dessus, accentuez ça? Oui, alors c'était une bonne idée, ça reste une bonne idée. Surtout parce qu'il a choisi un business model qui est un petit peu disruptif aussi, c'est-à-dire le fait de vendre 100% en ligne de la lingerie, c'est pas quelque chose de classique. Il existait déjà pour la lingerie féminine les ventes à domicile, façon Tupperware, mais voilà. Mais pour le masculin, je suis pas sûre. Je crois pas. Donc effectivement, il a complètement en fait renouvelé, réinventé le modèle de vente du sous-vêtement masculin. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel il pouvait, du coup, vous voyez, c'était pas uniquement le fabriqué en France. L'argument, c'était pas que ça. C'était l'ensemble qui était nouveau, qui était différent. Donc là, oui, effectivement, je pense que tel quel, il a eu raison. Après, le nom, après tout, il est simple et il veut dire ce qu'il est. Donc j'ai pas de. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous êtes sur le marché étranger ou pas. Déjà, un petit peu. Parce que là, pour le coup, slip français, ça va parler aux étrangers. Voilà. Donc là, et dès qu'on parle français, sur certaines catégories de produits, notamment le textile, on véhicule une certaine image, notamment de savoir-faire, de glamour, je ne sais pas si pour le masculin ça marche, mais disons d'élégance, on va dire, masculine, voire même de premium et de luxe. Donc là, c'est un bon point pour... Je suis très content que vous me le disiez, parce que c'est vrai que souvent les gens nous disent « mais comment est-ce que vous allez faire à l'étranger en vous appelant le slip français ?» Mais en fait, les gens voient que c'est bleu, blanc, rouge, ils voient français, slip, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc effectivement, toutes ces valeurs-là... Le logo, on voit bien ce que c'est, donc je veux dire, c'est très clair. Enfin... Alors je ne sais pas, Benoît Brun, si vous avez dans l'œil le logo du slip français, vous avez peut-être quelque chose sous la main, parce que spécialiste de la marque et du logo, j'aurais bien aimé lui proposer une petite
Vous avez bien une carte de visite avec Je votre vais logo. sortir sa carte de visite. Voilà, une petite analyse Pour in une petite- vivo. pour une petite mission de conseil entre HEC. Absolument. Ah, vous En aurez tout cas, parce que- en ce qui concerne le nom, vous ne me posez pas la question, donc je me la pose. Mais je vous la pose. Et, Marque et logo. Paradoxalement, je pense qu'un nom de marque n'a pas grande importance. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qu'on va projeter sur la marque, mais de s'appeler le CIF français ou Logorama, ou etc., ça ne change rien au problème, en fait. Alors après, effectivement, là, on est sur un nom qui est descriptif, mais dont on voit que le levier à l'étranger, ça sera que justement, il ne sera pas compris. D'où l'hypothèse que ça n'a pas tant d'importance que ça. La meilleure et la plus ancienne école de commerce s'appelle le SCP Europe. C'est pas un nom terrible, ça n'empêche pas d'être une bonne école. Donc ce qui compte, c'est la valeur de l'actif, c'est ce qu'on propose, c'est le discours, c'est le récit. Enfin, on va revenir sur ces éléments. C'est la fiction que va développer la marque, parce qu'une marque, ça raconte une histoire. Donc est-ce que cette histoire, elle est intéressante? Est-ce qu'elle prend? Est-ce qu'elle répond à des attentes? Mais le nom en soi n'est pas, je pense, très important. Par contre, je veux bien regarder le logo. Voilà. J'ai plus en tête. D'accord. Oui, donc c'est un logo effectivement qui est à la fois patriotique et descriptif du produit, bon, comme on le trouve très souvent dans le luxe par exemple, un Puy Forca par exemple, hein, je pense à un logo comme ça qui reprend la forme d'un produit iconique. Donc l'intérêt, c'est qu'on voit exactement ce qu'on fait. Donc c'est en gros, je vais droit au but, voilà, contrat de confiance. Mais à propos de marque, j'ai lu avec assez d'effarement sous votre plume que chacun de nous connaît environ 5000 noms de marques. Oui. C'est-à-dire à peu près, c'est 20% de notre vocabulaire, oui, pour pas dire plus. Oui. C'est pour ça que beaucoup de noms de marques vont rentrer dans l'usage courant. D'ailleurs, des noms de marques qui deviennent qui sont utilisés pour appeler la catégorie entière, ce qu'on appelle un branduit. Hein, il y en a plein. Hein, Frigidaire est dans le Frigidaire. un exemple qu'on donne souvent. Le fameux Caddy, d'ailleurs. Hein, Caddy, Caprice des Dieux, Fermeture Éclair, Coca, etc. Et puis aussi le fait que certains parents, aujourd'hui, ont recours à des noms de marques pour appeler leurs enfants. Mégane, Chanel, Yahoo, etc. Yahoo, ça existe? Oui, il y a un couple qui s'est rencontré sur Yahoo et qui a décidé d'appeler leur fille Yahoo. Donc ça veut dire que en fait la marque rentre dans le dictionnaire. Par exemple, qui a inventé la notion de pouvoir d'achat? C'est Monsieur Leclerc en 1972, parce que ça lui a permis de faire apparaître une problématique dans l'économie française. À l'époque, on commençait à se préoccuper du prix, et lui, plutôt que de parler du prix, ce qui est quelque chose de négatif, c'est-à-dire je vais me battre contre les prix, lui, il a optimisé, si je puis dire, son discours en disant je vais me battre pour le pouvoir d'achat. Donc ça sert à asseoir un discours et finalement à asseoir un positionnement de marque, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une marque? C'est un positionnement, c'est-à-dire la façon dont on va être perçu dans l'esprit du client. Autre exemple, le verbe positiver, c'est Carrefour, 1997, qui pour la première fois va utiliser comme slogan avec Carrefour, je positive. Et 10 ans après, le verbe va rentrer dans le dictionnaire. Voilà, donc on voit bien que le travail de la marque, c'est un travail sémantique, mais c'est surtout un travail qui consiste à rentrer dans les usages quotidiens. Et c'est ça qui fait qu'une marque a de l'impact. C'est-à-dire, c'est pas simplement ce qu'elle raconte, c'est d'être un partenaire dans la vie quotidienne. Donc c'est de créer finalement une culture, c'est-à-dire des référentiels. Juste un petit exemple amusant aussi, Oui. la marque japonaise Muji. Oui, ça veut dire sans nom. Donc c'est du sans nom qui est devenu un nom de marque. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est l'exemple que j'ai pris pour montrer qu'il n'y a pas d'extranéité de la marque. C'est-à-dire que la marque, c'est comme une plante parasite. Hein. Une fois que ça rentre dans un espace, ça va occuper tout l'espace. Donc il n'y a pas d'extériorité à l'économie des marques. Ce qui est fascinant dans la question de la marque, finalement. Alors, pour être un peu dans la pratique aussi, Anne-Fleur Maman-Laroffi, parmi vos activités, donc des missions en gestion de marque et positionnement de marque, je l'ai dit tout à l'heure, mais concrètement, ça prend quelle forme? Une entreprise vous appelle, qu'est-ce qu'elle vous demande, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise avec la marque malade, et puis... il faut vous appeler docteur, là, c'est sûr. Voilà. Oui. Et puis celles ceux qui souhaitent créer leur marque. Donc l'entrepreneur qui ne sait pas faire, voilà. Donc effectivement, alors quand c'est une marque malade, il faut arriver à diagnostiquer le problème. Donc on passe par ce qu'on appelle un audit de marque, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que veut dire cette marque dans l'esprit des consommateurs, ce qu'elle veut dire aussi dans le contexte culturel actuel, dans les marchés où elle intervient. Donc par rapport aux tendances de consommation, donc est-ce que ça va être marque plutôt passéiste, plutôt en avant, plutôt bien dans ses bottes par rapport à l'époque dans laquelle elle évolue.
On va aussi se poser la question de la notoriété de cette marque. Enfin bon, toutes ces questions qui vont nous dire si la marque va bien ou pas. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi elle va bien ou pas. Donc là, moi, j'utilise une méthode qui s'appelle la sémiotique, bon, qui s'attache à essayer de comprendre comment la marque va créer ou pas du sens pour les consommateurs. Et pourquoi est-ce que parfois on a le sens que l'on veut créer, le sens qui est perçu, et que les deux ne sont pas en phase. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a une signification de la marque. Donc par exemple, qu'est-ce qui fait que le Made in France est perçu, parce que c'est une marque aussi, le Made in France, qu'est-ce qui fait que le Made in France est perçu comme ça, et alors que c'est pas ce qu'on voulait lui faire percevoir. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut retravailler sur ce qu'on appelle alors certains l'appellent l'identité de marque, l'ADN de marque, l'essence de la marque. Enfin bon, il y a plein de mots très très marketing. La sémantique est très importante. Voilà. Donc on vend une sémantique aussi pour essayer de reconstruire cette colonne vertébrale qui va donner un certain sens à la marque. Et c'est vraiment là où c'est vraiment ce qui est clé, puisque c'est ce qui va normalement rester au minimum 10 ans. Un cycle de construction de la marque, c'est environ 10 ans. Voilà. Donc si on veut la construire de manière sur le long terme, cette colonne vertébrale, il faut la penser pour 10 ans. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est un travail de maïeutique, il ne s'agit pas d'imposer, en l'occurrence à un client ou à qui que ce soit, d'imposer une vision de la marque. Donc c'est là qu'on parlera du positionnement d'ailleurs. Mais il s'agit de lui faire accoucher de cette idée aussi, puisqu'il doit lui-même la vivre et la porter, cette idée. Une fois qu'on a fait ça, on décline les actions traditionnelles de marketing, donc éventuellement refonte d'un logo, refonte du packaging, du merchandising, etc., etc. Alors là, par contre, c'est pas moi qui fais ça, je travaille en collaboration avec des graphistes, je ne suis pas graphiste, mais je travaille avec eux pour que ce qu'ils proposent soit cohérent avec l'identité qu'on voulait avoir. Voilà. Et pour ceux qui veulent créer leur marque, on part juste essayer de comprendre quelle est leur vision de la marque, là où ils veulent aller, quel est leur bébé en fait. Et là, on fait directement l'épreuve de maïeutique pour essayer d'accoucher d'un ADN de marque qui soit cohérent avec ce qu'ils sont. À partir de ça, on arrive à définir aussi quelle peut être leur cible de marché potentiel, puisque des fois, la cible à laquelle ils pensaient au départ n'est pas en adéquation avec ce qu'ils veulent faire de leur marque. Et une fois qu'on a fait ça, on décline les outils traditionnels de marketing. Mais c'est voilà. Avant d'en venir à l'expérience de Benjamin Cal, par rapport à ces questions de positionnement, de colonne vertébrale pour 10 ans, il arrive aussi que les marques changent parfois le nom des produits, changent très souvent les logos, changent très souvent les packaging. Ce sont vraiment des thématiques que vous connaissez parfaitement. Benoît Helbrecht, qu'est-ce qui fait que voilà, tout d'un coup, le changement de packaging, ça fait quoi chez le consommateur, ou le changement d'un logo? Le problème des marques, c'est qu'elles doivent conjuguer un temps long et un temps court. C'est-à-dire qu'il y a le temps long, alors qui est de 10 ans. Alors moi, je dirais que c'est peut-être un peu plus que 10 ans, parce que c'est comme une bonne soupe. Une bonne soupe, faut qu'elle traverse 3 générations. Mais une grande marque, c'est une marque qui parle au grand-père, au père et au petit-fils. Enfin, on peut décliner ça au féminin. Donc, qui traverse des générations. Parce que le problème des marques, c'est justement de ne pas être collé à une génération. C'est le problème de Pepsi, qui a souvent été la Pepsi Generation. Mais après, quand la Pepsi Generation est devenue adulte, les ventes de Pepsi ont décliné. Donc, il faut ce temps long de la construction, du mythe, du récit. Je raconte une histoire et un positionnement, ça ne se construit pas effectivement en 6 mois. Ça, c'est ce qui est très difficile à expliquer justement à des entrepreneurs qui pensent que voilà, j'ai un nom, je dépose à l'INPI, j'ai des produits, etc. Donc, j'ai une marque. Non, tu as un identifiant commercial. Après, on va t'aider à construire une marque. Mais c'est 10 ans de travail et d'accompagnement. Médecine préventive, pas curative. Et puis il y a le temps court de la mode, parce que nous vivons dans une société de consommation qui est une société romantique, au sens où on recherche l'excitation sensorielle, la surprise, etc. Donc tout le problème des marques, c'est qu'il faut à la fois regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire qui on est, c'est-à-dire en gros avoir des signes d'identification qui permettent la reconnaissance de la marque et donc des produits. Donc il faut répéter, et d'un autre côté, il faut surprendre en permanence, c'est-à-dire il faut étonner, moustiller par différentes façons. Donc
le changement de packaging, ça peut correspondre soit à un problème, c'est-à-dire on voit que les ventes s'effondrent parce qu'on fait un audit, on s'aperçoit que le packaging est un problème, par exemple manque de visibilité dans un rayon ou je ne sais pas, un concurrent qui a radicalement changé la convention du marché, donc on n'est plus dans le code, ça peut être une raison, mais c'est aussi parce que il faut faire des petits reliftings qui font qu'on accompagne finalement le temps qui passe. Et même si vous prenez la canette de Coca-Cola, on ne se rend pas compte, mais c'est une canette qui est reliftée plusieurs fois par an. Mais c'est des petites touches qui font qu'on ne se rend pas compte. Mais si vous comparez une canette de Coca-Cola et une que vous auriez gardée par mégarde il y a 5 ou 10 ans, vous verrez que c'est très différent en fait. Mais sauf qu'on va égaler de façon incrémentale pour que le changement ne soit pas brutal. Sauf si la stratégie, c'est de faire effectivement une rupture de packaging. Hein, quand Pampers, qui montrait un petit bébé blond, passe au vert avec un cœur, ça c'est un changement de récit, de positionnement et donc de code. Quand Whiskas un jour décide d'accroître sa visibilité dans le rayon et va passer à la couleur mauve, qui est vraiment la seule couleur qu'on n'utilise jamais dans l'alimentaire, ça c'est une rupture de code. Mais mis à part ces exemples qui sont assez peu fréquents, on est souvent sur de l'accompagnement et donc le fait que finalement les marques flirtent en permanence avec le contemporain et donc avec la mode. C'est pour ça que la mode, pour moi, est un synonyme du marketing. Parce qu'encore une fois, il faut que, comme dit Hermès, tout change parce que rien ne change. C'est ça. Alors pour rester sur ces questions-là et revenir vers la France, concernant le slip français, qui est une toute jeune histoire, hein, vous n'êtes pas encore aux 3 générations, vous avez de la marge. Mais par contre, vous êtes peut-être dans l'air du temps et dans la mode. Comment est-ce que vous, justement, vous faites attention à cette question-là ? Moi, je vois plusieurs choses. Je pense que la marque, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer avec l'usage de la marque. C'est vrai que l'INPI, et juridiquement, on retient qu'une marque existe effectivement juridiquement à partir de 10 ans. Je pense que nous, on a un bon exemple au final, en seulement 3 ou 4 ans d'existence, d'avoir créé une notoriété de marque qui est bien supérieure à ce qui se faisait jusque-là. Donc, je pense qu'il y a des outils et des outils de diffusion qui font que, vous le disiez très bien, la marque, c'est la répétition, c'est l'entrée dans les codes usuels et dans la vie de tous les jours. Je pense que nous, on est rentré vraiment de façon importante dans la vie de tous les jours, déjà avec très peu de budget, et ensuite de façon assez répétitive. Donc je pense que ça, c'est très important. Et du coup, je pense que c'est une super arme pour grandir vite et essayer de faire que ces 10 ans soient peut-être 3 ou 4 ou 5 et avec beaucoup moins de moyens. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Mais... On en gardera quelques-unes avant que vous partiez tout à l'heure, mais je vous laissera tranquille. Benjamin Carl, on va repasser en revue un certain nombre de questions déjà abordées avec vous. En premier lieu, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez porté des slips français. Je sais pas si... Oui, en partie. Enfin, Ouais, en grande partie. En grande partie, très bien. J'en avais pas beaucoup parce que j'avais pas un budget énorme, donc je les lavais fréquemment, mais je les ai pas mal utilisés. Alors, on va voir que vous les laviez à la main. Les premières questions dans le chapeau de votre documentaire sur Canal étaient que fabrique-t-on encore en France ? Et en achetant des produits français, est-ce qu'on sauve les emplois de ceux qui les fabriquent ? On va s'intéresser à ces deux questions. On reste un instant sur la première. Que fabrique-t-on en France ? On peut déjà énumérer ce qu'on ne fabrique plus. Oui, dans la consommation courante, je vais parler à échelle industrielle, hein, parce qu'après, à échelle artisanale, on peut pratiquement tout fabriquer, mais à échelle industrielle, on ne fabrique plus de réfrigérateurs, on fabrique seulement un lave-linge, on ne fabrique plus de baskets, on va dire de tennis de grande marque, ça ne se fabrique plus en France. On ne fabrique plus de jeans à très grande échelle. On a des espèces de résistances sur des jeans bio, des choses comme ça qui existent. Mais si vous voulez trouver un jean, un blue jean classique qui serait un équivalent d'un Levi's, vous pouvez attendre un moment parce que c'est tellement salissant, tellement compliqué à fabriquer que ça en devient très compliqué. Qu'est-ce qu'on fabrique plus encore ? Plus de télé ? Non, plus de télé, plus de téléphone portable, plus de tout ce qui est électronique, c'est compliqué. Il y a le contre-exemple de ça, c'est la hi-fi. On fabrique encore des enceintes en France, mais pas les amplis, ni de platine vinyle, ni de platine de CD, pas de lecteur DVD, pas de lecteur Blu-ray, toutes ces choses-là, ça ne se fabrique plus en France. Heureusement, il reste une marque de brosse à dents française. C'est vrai, une seule. Sinon, ce qui était assez plaisant. En tout cas, une petite réjouissance de la vie Made in France, c'est de savoir qu'il reste une marque qui fabrique des brosses à dents en France, ce qui m'a bien aidé. Oui, parce que vous avez vraiment, il faut le dire, enfin, je vous crois sur parole, joué le jeu complètement. Oui, j'ai vraiment joué le jeu complètement parce que je voulais savoir si
enfin, je voulais amener vraiment à répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible, comme vous l'avez dit, à l'époque de la société de consommation, à l'époque où on a une consommation qui est complètement mondialisée, de vivre avec les produits que fabrique un pays qui, à une époque, fabriquait tout, mais avant que certains produits existent aussi, donc c'est la limite, mais qui, à une époque, fabriquait tout et qui était capable de vivre de façon assez autarcique. Alors, la question, on va y venir dans un instant, c'est est-ce que ça a un sens de se poser cette question-là? C'est vrai Mais est-ce que, alors peut-être un petit tour de table, est-ce que vous avez conscience les uns et les autres que la France avait de telles zones d'ombre noire de fabrication? Est-ce que vous saviez qu'il y avait tant de choses qui ne se fabriquaient plus en France? Mais vous le savez plus que nous autres, je m'inclus avec le public de cette salle. Alors oui, moi je le savais pour faire attention en fait depuis longtemps à ce genre de choses. Après, juste les baskets, il y a une nouvelle entreprise qui s'est créée quand même. Non, mais je dis juste cette année, c'est tout récent. Ah. Ils ont ouvert une boutique la semaine dernière à Romans, donc ils sont revenus en plus dans le berceau de la chaussure. Plus, ouais. ouais. Mais par contre, c'est quand même des baskets à plus de 100 et quelques euros, donc on n'est pas non plus sur du bas de gamme. Voilà. Guillaume Gibaud, j'imagine que vous saviez bien tout ce qui manquait en France pour avoir envie de faire du français. C'est vrai qu'il manque effectivement pas mal de choses et que pour ceux qui restent, ça reste très compliqué et c'est beaucoup de petites boîtes. Quand je dis petites, c'est entre 10 et 50 personnes, en tout cas dans le métier que je connais. Et c'est vrai que c'est des gens qui, même s'ils aiment beaucoup leur métier et souvent ils y ont passé 20, 30, voire 40 ans de leur vie, c'est très tendu sur le carnet de commandes. C'est des gens qui n'ont pas forcément 50 ans d'assuré devant eux et c'est des gens qui font très attention à ce qu'ils font, qui se donnent beaucoup de mal et j'espère qu'on va réussir à enclencher un cycle un peu sur le temps long parce que il y a des beaux savoir-faire, il y a des belles usines, c'est des gens hyper sympas qui se donnent beaucoup de mal, mais c'est vrai que ils vivent pas une époque facile. Pour s'y repérer, d'ailleurs, Benjamin Caille, il y a aussi plein de moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si on peut surfer complètement made in France. Enfin, oui, complètement made in France, ça nécessite d'avoir une tablette Cook. Qui est fabriqué en Saône-et-Loire et avec le le moteur de recherche français qui s'appelle Quant. Voilà, c'est possible. C'est pas méga intéressant, mais c'est possible. Bon, mais du coup, on peut quand même aller voir. Il y a plein de sites. C'est 100% Made in France qui a été un des premiers, mais il y a Je produis français, Pré France, La Fabrique hexagonale, Pro France, A Little Market, bien français comme son nom l'indique. Est-ce que j'imagine que vous avez quand même été y voir. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est sérieux? C'est une très très bonne façon de faire un peu un état des lieux de ce qui existe. On va voir qu'il y a, par exemple, sur l'accessoire, il va y avoir beaucoup de marques qui vont proposer des produits fabriqués en France. Sur d'autres secteurs, un peu sur les ustensiles de cuisine aussi, les assiettes, ces choses-là. Là, on va avoir pas mal de produits. Et on va voir aussi les grosses zones d'ombre, des produits dans lesquels les onglets sont quasiment vides. Du coup, c'est une bonne façon de se rendre compte de la situation. Après, le vrai problème, c'est que ces sites ont une vocation, c'est de répertorier tout ce qu'on fabrique en France, qui est globalement assez impossible, parce que même si on fabrique plus grand chose, et je le mets entre guillemets, on fabrique encore énormément de produits différents, et c'est très compliqué de les mettre sur une seule et même plateforme. Ça a plus de sens de le faire par thématique, autant la maison, la décoration, l'habillement d'un côté. Ça a un peu plus de sens, parce que ça permet de moins s'ennuyer sur ce genre de site, quoi. Et les critères de sélection étaient clairs, parce que par rapport à ce que disait Benoît Elbrun tout à l'heure, sur lequel on va revenir, sur le Made in France, c'est quand même très flou. Oui, en effet, c'était d'ailleurs une de mes grosses problématiques pour faire cette expérience, c'est que la définition du Made in France n'existe pas. Très rapidement, le Made in, ça vient juste d'une erreur d'appréciation des Anglais au 19e siècle qui, voyant arriver de plus en plus de produits allemands sur leurs étals et dans les boutiques, ont décidé de les marquer pour que les consommateurs anglais fassent le choix de consommer les produits anglais plutôt que les produits allemands. C'était une façon de les référencer. Ça a marché un temps, mais en fait, finalement, de par leur qualité, leur qualité, les produits allemands ont finalement été plébiscités par les consommateurs anglais, donc tout l'effet inverse qu'escompté par les lords anglais qui avaient passé cette loi. Et en Allemagne, très étonné de voir que les produits allemands s'exportaient si bien en Angleterre, ils ont décidé d'eux-mêmes de l'imprimer sur tous les produits qui sortaient de leurs usines, ou en tout cas d'assez volontairement de le faire. Donc on a eu le Made in Germany, et c'est d'où le Made in qui reste, qui n'est pas traduit d'ailleurs, on n'a pas sur les vêtements fabriqués en France, parce que c'est un code de douane, et que voilà, finalement ça c'est pas très très intéressant, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, comme vous l'avez résumé. Par contre, il y a
un label qui est officiel, qui fait des audits dans les entreprises et qui prend en compte la valeur ajoutée des produits, ce qui est finalement le plus important, parce que, encore une fois, la somme des valeurs ajoutées, finalement, c'est le PIB d'un pays, donc c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Et donc, ce label qui s'appelle Origine France Garantie m'a lui permis de savoir quels étaient vraiment les produits fabriqués en France. Ce label n'est pas, comment dire, généralisé encore. Il y a que, si je ne dis pas de bêtises, 2000 références qui le sont. Donc, on est encore loin d'un panel global, mais en tout cas, il permet de se faire un premier avis officiel. Parce qu'après, il y a tout ce qui est de l'ordre du déclaratif, les petits logos qu'on met pour se faire mousser ou pour dire qu'une partie du produit est fabriquée en France. Après, on peut se dire que c'est mensonger parce que ce n'est pas la majorité du produit. On peut aussi se dire que c'est déjà pas mal qu'une partie du produit soit fabriquée en France. Ça, c'est un peu à l'appréciation de chacun, je pense. Vous voulez demander, Guillaume Gibault, cette OGF? Alors, c'est un plutôt. C'est un peu particulier puisqu'en fait, c'est donc au niveau des usines que ça se passe. C'est un audit. Donc, ils sont contrôlés 2-3 fois dans l'année. Il y a on leur accorde non label. Nous, on a notre plus gros fabricant qui sont les établissements Le Maillot dans le nord de la France qui ont le label. Du coup, tous nos produits qui sont fabriqués chez eux le sont. Et aujourd'hui, ils fabriquent 60% de nos produits, donc le gros de nos ventes. Mais après, on fabrique avec d'autres gens qui ont des plus petites structures et pour qui c'est un coût et une perte j'en sais rien, mais en tout cas une démarche en temps. Et donc, pour ces gens-là, le temps, c'est vraiment de l'argent parce que ça peut être plus littéral que ça, c'est qu'ils facturent le temps passé sur les machines. Donc c'est vrai que faire des démarches qui pour eux leur amènent pas beaucoup de clients et comme c'est pas des marques mais que c'est vraiment des prestataires, ils voient pas forcément l'intérêt à long terme d'aller faire la démarche de demander le label. Donc le plus gros partenaire qu'on a, qui sont les établissements Le Maillot dans le Nord, qui est une boîte de 110 personnes qui doit faire 7 ou 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, eux ont fait la démarche. Du coup, nos produits qu'on fait chez eux sont labellisés Origine France Garantie. Je pense que pour la labellisation, il faut bien différencier deux choses. C'est intéressant pour une marque qui veut communiquer là-dessus pour ses clients. C'est pas intéressant pour une usine qui marche que ce qu'on appelle pour des autres entreprises en B2B, donc comme c'est dit de façon très française encore une fois. Pour elle, c'est pas très intéressant parce qu'à la fin, cette sous-traitance, elle va pouvoir être reprise comme c'est le cas pour vous, mais c'est pas l'élément principal qui va de la qualité du produit et de sa communication. Juste pour revenir quand même sur ce que vous disiez, j'avais fourni un stagiaire à Origine France Garantie pour faire un audit de là où ils en étaient il y a 1 an et demi. Et ils ont plus de 60% de leurs labellisés qui sont en B2B. Ah ouais. C'était une surprise d'ailleurs, finalement, quand on l'a fait. C'est que c'est majoritairement du B2B parce que justement, quelqu'un qui veut avoir le label Origine France Garantie doit chercher des sous-traitants OFG. Donc du coup, il y a une espèce de cycle vertueux qui se met en place. Une idée aussi de cahier des charges, d'appel de collectivité, ce genre de choses, pour qui c'est un plus, non, quand on... Non, mais voilà, c'est juste pour... parce que c'est vrai que spontanément, on se dit c'est plus pour du B2C, parce que ça va être du marketing, enfin, je veux dire, à destination des consommateurs, excusez-moi. Ça va être du marketing, donc on va pouvoir, en mettant ce label, toucher le consommateur final qui va avoir la garantie d'eux. Et en fait, finalement, c'est surtout en B2B que ça a bien pris au départ, ce qui ne veut pas dire que ça ne prendra pas sur la suite. Autre point qui est important pour le label Origine France Garantie, c'est que c'est un label qui vient labelliser un produit et pas une marque. Donc c'est très, voilà, ou une gamme de produits. Mais c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une gamme de produits qui est labellisée que celle d'à côté va l'être. Voilà, donc, ce qui a permis à Toyota ou à Gendas, par exemple, de demander les Origines France Garantie pour certains produits ou certaines gammes pour bénéficier. Pour le coup, là, c'est vraiment oui, là, c'est du marketing. C'est du marketing, mais on n'est pas à un paradoxe près, Benjamin Carl, pour bien manger français, manger chez McDo. Oui, c'était l'exemple que j'ai pris pour un exemple assez parlant pour bien expliquer qu'un produit français n'est pas forcément un produit fabriqué par une entreprise française et que les entreprises françaises sont très très douées pour délocaliser et fabriquer à l'étranger. C'est pas du tout une question de nationalité là-dessus. Et à l'inverse, vous avez cité Agendas ou la Toyota Yaris, qui est une voiture plus française que la Peugeot 207. Donc à partir de là, on voit bien la différence entre marque et lieu de fabrication. Et en l'occurrence, vous en parliez pour le fait maison tout à l'heure, mais en fait, les McDonald's, la viande est française, les patates qui servent à faire vos frites sont françaises. On pense ce qu'on veut de McDonald's par ailleurs, hein. Mais il y a plus de chances de manger français chez McDonald's que dans une brasserie avec une carte immense dans laquelle les produits sont surgelés dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Alors, on n'est pas à un paradoxe près. Puis il y a ceux qui communiquent aussi beaucoup sur le Made in France. Benoît Elbrin, là, on en revient aussi à
à ce flou-là. Bon, Leclerc a lancé Braise Mode, mais on cite souvent Armor Luxe comme une entreprise magnifiquement française. Elle a reçu une commande de 800 000 pièces pour la SNCF, mais ils ont quand même tout de suite annoncé, Armor Luxe, qu'il y aurait 80% de la fabrication qui serait réalisée entre l'Europe et le Maghreb, un tiers confectionné en France. Ça va créer des emplois supplémentaires à Quimper. Mais enfin voilà, on est quand même dans un... Armor il a une gamme de produits pour le coup qui est vraiment faite en Bretagne, etc. J'ai visité l'usine en l'occurrence. Mais voilà, on joue sur ce flou-là. Est-ce que c'est finalement une absurdité de demander du Made in France absolument ? Non, c'est pas une absurdité. Je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ça revient à la mode. En fait, c'est une question de cycle. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que si on regarde historiquement, on parle du Made in France quand la société est confrontée à ce qu'on pense être une crise économique, c'est une restriction de la demande. Donc, il y a une dimension anxiogène, d'accord ? Et je pense que là, il se passe quand même un changement structurel, c'est-à-dire au-delà des effets de cycle. C'est que, parce qu'évidemment, dans les années 80, on nous a fait le coup d'acheter des voitures françaises. Bon. Vos emplettes sont nos emplois. Voilà, nos emplettes sont nos emplois. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, je pense que ce qui est je dirais, peut-être un facteur nouveau, c'est que le contrat, finalement, qui fonde la société de consommation, c'est j'achète, donc tu as du travail. Et ce contrat, il s'est effrité pour différentes raisons, parce que délocalisation, parce que celui qui fabrique n'est plus mon voisin, c'est-à-dire j'ai plus accès à cette personne. Et on voit que là, il y a des tentatives assez ingénieuses de marque, pour le coup, parce que ça se passe au niveau de la marque, c'est-à-dire la marque au sens d'une prise de parole, hein, d'un acte d'autorité. Et par exemple, je prends l'exemple assez banal maintenant, mais de Danone, qui va mettre en avant sur les pots de yaourt les agriculteurs, c'est-à-dire les vaches. On va montrer d'où vient le produit. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que la société de consommation, c'est la force du symbolique. Donc il y a une abstraction du produit. Finalement, on ne sait plus ce qu'il y a dans un produit. Et je suis sûr qu'il y a plein d'enfants, de petits Parisiens, qui, n'ont jamais vu une vache de leur vie. Et deuxièmement, ne savent pas que pour fabriquer un petit lu, il faut du blé. Donc le fait que lu, par exemple, communique en disant finalement dans le petit beurre, il y a du blé qui est fait dans des champs français, dans la Beauce, dans la Brie, etc. Ça permet de rematérialiser finalement le produit, de lui redonner une substance sensorielle et aussi de le reconnecter à un imaginaire. Parce que finalement, l'histoire du Made in, c'est une question d'imaginaire. C'est-à-dire, c'est que le Made in, en fait, c'est un argument marketing utilisé d'abord par des pays, pas par des marques, parce que on a longtemps été persuadé que certains pays avaient des domaines d'expertise et que, par exemple, les Anglais étaient très forts pour faire de la chaussure, que les Irlandais étaient très forts pour faire de la bière, la stout, que les Français étaient très forts pour faire un certain nombre de produits qu'après on a appelés les produits de luxe. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet du Made in, mais sachant que beaucoup de marques ont triché avec cet effet de Made in. Hein. Par exemple, le chewing-gum Hollywood est fabriqué en région parisienne. Ils ne vendent pas une seule unité en dehors de la France. La bière Georges Kilians, c'est une bière qui est fabriquée en Alsace. Mais par contre, c'est tout le positionnement de la Belle Rousse qui, effectivement, va faire croire que ça vient d'Irlande. Les chaussures Weston, à part les personnes qui ont été visiter l'atelier à Limoges, les gens sont persuadés que c'est une marque anglaise. Alors qu'en fait, le nom ne vient même pas de l'Angleterre, ça vient d'une ville aux États-Unis. Hein, bon. Mais peu importe. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que c'est une question de discours. Mais je pense que la question intéressante, c'est comment reconnecter ce discours de marque, donc qui n'est plus un discours de pays, à une réalité locale, c'est-à-dire à essayer de recréer une chaîne de valeur économique et sociale par lequel j'ai quand même l'impression qu'en achetant des produits, je vais favoriser l'emploi, parce que c'est quand même ça la société de consommation. Alors pour rester sur cette question et libérer Guillaume Gibaud dans un instant, est-ce que ça fait partie, alors très honnêtement, des raisons qui vous ont fait vous lancer dans cette entreprise, pardon, j'essaie de me dépêcher, c'est raté, que voilà, de faire quelque chose sur le territoire français dans un moment où le pays va pas très bien. Est-ce qu'il y a un patriotisme économiste? Est-ce qu'il y a une fibre comme ça? Alors, pour être tout à fait honnête, il est venu plus avec le temps. Au démarrage, moi, ce que je suis venu chercher là-dedans, c'est les valeurs, l'artisanat, le savoir-faire, et parce que je pense que c'est la marque France que l'on va aller vendre à l'export. Et le but du slip français, c'est de fabriquer des produits ici et d'aller les vendre là où il y a du potentiel, c'est-à-dire en Asie. C'est ce qu'on est en train de démarrer. On a démarré parce que voilà, c'est un axe fort. Vous parliez de marketing, d'histoire.
Aujourd'hui, Weston, par exemple, c'est sûr que ça donne l'image d'une marque anglaise, et c'est dommage parce qu'ils ont des ateliers de fabrication fantastiques. Il faudrait pouvoir raconter ce truc-là, faire visiter les gens. Je pense qu'on est dans une époque aussi où les choses doivent être tellement transparentes, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. On veut savoir qui sont les marques qui fabriquent. On a envie qu'on nous montre les gens qui fabriquent, comment c'est fabriqué, d'où vient la marque, quelle est l'histoire. C'est sûr, quand on s'appelle Weston et qu'on est français, il y a un petit truc où on se dit finalement, peut-être changer de nom si on pousse le truc un peu plus loin. Mais évidemment, la marque existe. Donc en fait, nous, on a démarré le ski français vraiment avec le côté histoire, savoir-faire, et c'est un argument marketing. Ensuite, on s'est lié, je pense, plus d'amitié et de savoir-faire avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Donc en fait, c'est plus... On a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, si on veut fabriquer rapidement des slips français, on va aller les faire à côté de chez nous. On va prendre le TGV 1 heure pour aller à Lille ou 3 heures pour aller en Dordogne. Et c'est là qu'on va fabriquer. Ça se passera très bien. Maintenant, c'est des gens avec qui on a noué des relations professionnelles qui fonctionnent très bien. Ils peuvent nous suivre. Ils ont la capacité et les compétences. Donc en fait, on n'est pas du tout les chevaliers blancs du Made in France. Ça serait mentir. Et donc, je le dis ouvertement. Mais par contre, voilà, on a créé aujourd'hui un outil de production qui fonctionne bien, avec des gens qui sont compétents et qui peuvent nous accompagner. Et je pense que si tout ça prend bien, on tient sûrement un nouveau modèle. Oui, on l'a évoqué, je crois que c'est la semaine dernière, avec des créateurs de mode. Il vaut mieux avoir ces fabricants pas loin, plutôt que de devoir aller faire un tour en Asie toutes les 3 semaines pour voir comment tourne l'usine. Ça, et puis en plus, il y a aussi une idée aussi de fabrication. C'est-à-dire que nous, on arrive à faire des réassorts à 50 ou 100 pièces à la taille couleur, là où si vous fabriquez avec un industriel chinois, vous allez en prendre 3 containers par taille, et s'il se trouve qu'il y a un petit défaut, que ce n'est pas la bonne couleur, c'est plus compliqué à gérer. Donc c'est sûr que nous, on gagne beaucoup en flexibilité, et on a pu grandir vite et construire quelque chose d'efficace en peu de temps. Parce qu'effectivement, ils sont très facilement joignables, sur le même fuseau horaire, on se comprend, ça va vite, et surtout, on prend le TGV. Et très belle réussite française au passage. Bon. On va les voir. C'était bien pour le déplacement. Bon, c'est pas mal. Il faut qu'on vous laisse filer, non? C'est ça? Je ne sais pas s'il y avait une question qui pense. brûlait absolument les lèvres des auditeurs ici, des spectateurs. Peut-être qu'on vous la transmettra. Mais sinon, Merci beaucoup. on vous laisse c'est tout à fait impoli, mais c'est grandir et prospérer en une tout étape cas. importante. Merci beaucoup. Et on continue sans vous. Merci Guillaume Gibaud. Mais pour revenir justement à cette question industrielle, quelques chiffres pour dire que la tendance lourde de la perte d'emplois industriels en France est quand même très ancienne. L'industrie française a perdu près de 2 millions d'emplois dans la production industrielle sur les 30 dernières années. On dit que la crise en a détruit 250 000 depuis 2008, entre 2008 et 2009. Quand vous avez fait visiter votre appartement, Benjamin Macarle, à celui qui était encore donc ministre du redressement productif quand ce ministère existait, Arnaud Montebourg, c'était pour évoquer avec lui donc cette deuxième grande question de votre documentaire. En achetant des produits français, est-ce qu'on sauve les emplois de ceux qui les fabriquent? Quels enseignements vous en avez tirés? Alors, le rôle d'Arnaud Montebourg là-dedans, finalement, c'est ça, c'est un peu ça la question aussi, c'est que ce film, cette expérience vient d'une injonction de l'État. On nous demande à nous, consommateurs, et notamment en temps de crise, c'est vrai, parce que quand tout va bien, finalement, on l'oublie un peu, de soutenir l'économie nationale en consommant des produits français. Je ne dis pas de bêtises, la consommation des ménages, c'est 400 milliards d'euros. Rapatrier finalement un pourcentage même faible de ces 400 milliards sur les achats de produits français, c'est pas inintéressant en termes d'économie, et surtout quand on a des gros déficits. Et du coup, cette injonction, moi je voulais la tester, je voulais voir si en nous demandant ça, on se foutait pas un peu de nous dans la façon qu'on avait de nous demander, alors qu'on nous parle de pouvoir d'achat et en même temps on veut nous faire consommer français. Donc il y avait quelque chose d'un peu spécieux là-dedans. Et donc le faire venir dans mon appartement péniblement remeublé avec des produits français, c'était une façon aussi de dire, bon, vous demandez des choses aux gens qui sont sinon complexes, au moins pas naturelles. Consommer des produits français, je vous le dis, si vous êtes tenté, c'est un boulot à plein temps. Donc, mais soyez au courant, c'est trouver les produits, c'est de les consommer. Voilà, c'est vivre un peu au quotidien quand on n'a pas de réfrigérateur. Tout ça, c'est très très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas les habitudes qu'on a au quotidien. Et donc, je voulais bien que lui soit conscient de ça aussi quand il en parlait, quand il en faisait des discours, et le mettre face à ça. Après, sur la question de l'emploi. Parce que c'est vrai, c'est cette question, est-ce que c'est citoyen? Parce que pour le dire de cette façon-là, je crois que c'est assez immédiat. Je prends l'exemple de la dernière brosse à dents fabriquée en France. Il y a 27 personnes qui travaillent à faire cette brosse à dents. Ils en vendent, si je ne dis pas de bêtises, 6 millions par an. Sachant qu'on est censé changer de brosse à dents 4 fois par an, ça ne fait pas beaucoup de Français qui la consomment. Clairement, si on était 60 millions à consommer cette brosse à dents, qui, au passage, vaut
termes de qualité, toutes les autres qui sont censées enlever beaucoup plus de pourcentage de plaques dentaires, c'est très très bien. Et donc il n'y a pas de raison finalement de ne pas consommer celle-ci plutôt qu'une autre. Je pense clairement que s'ils devaient en fabriquer 60 millions x 4, ils embaucheraient plus. Là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Donc le lien est assez immédiat, direct. Je pense que l'exemple de la brosse à dents est plutôt bon. Après, est-ce qu'il est de notre ressort à nous en permanence? Est-ce que ça doit être cette façon de consommer là et pas une autre? Ça, je pense que c'est un peu le moment où c'est à nous de faire le choix, quoi. Il faut savoir que le français change de brosse à dents moins d'une fois par an en moyenne. En fait. Ça touche quand même 6 millions de personnes. C'est important en termes de pénétration. Oui, il y a une vraie question sur le fait qu'on ne change pas assez de brosse à dents dans cette question-là. Ça, c'est vrai. On est d'accord là-dessus. Mais peut-être continuer là-dessus. Alors, il y a plusieurs choses à partir de cette question-là. D'abord, il y a la réglementation européenne. Mais il y a aussi peut-être aussi, je pense, la crise de la compétence, parce que là, vous avez parlé de la baisse tendancielle des emplois industriels. Donc, il y a encore une fois un paradoxe. Je ne vais pas parler que de paradoxe, mais c'est qu'on est dans une société hyper industrielle, alors que le nombre d'ouvriers représente 7 ou 8% de la population active. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai également travaillé avec pas mal de PME, par exemple dans le domaine de la pâtisserie. On voit des usines, mais où les produits sont faits à la main. Donc, le fait qu'un produit soit fait dans une usine n'empêche pas le fait qu'il y ait des opérations qui soient manuelles et que ça crée de l'emploi. Mais je pense que l'un des problèmes, en France en tout cas, qu'on a peut-être moins en Allemagne, c'est un problème de compétences, donc qui est lié quand même à l'évolution de notre système éducatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie les étudiants brillants dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce, pour être des managers, du coup, se pose un problème d'évocation pour des métiers techniques ou des métiers qui sont liés à l'artisanat. Par exemple, il n'y a plus en France un seul ouvrier typographe. C'est-à-dire que c'est le dernier a pris sa retraite il y a 2 ans, il n'y en a plus, donc il n'y a plus de formation. On a beaucoup de mal à trouver, par exemple, des personnes qui voudraient être pâtissiers ou boulangers. Donc par exemple, c'est tout bête, mais faire un croissant, c'est compliqué. Il y a un savoir-faire pour tourner la pâte, etc. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de boulangers ont du mal à trouver des personnes qui peuvent venir les aider à faire des croissants. Or, le croissant, c'est le marché du petit déjeuner dans les palaces. Le problème des palaces, aux hôtels à partir de 3 étoiles, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un croissant sur le plateau du petit déjeuner, même si la personne ne le mange pas, parce que ça fait partie du standing du petit déjeuner à la française. Donc il y a ce problème de la montée de l'incompétence, avec, je ne vais pas refaire la théorie de David Graeber, qui montre que finalement, beaucoup de gens sont payés pour assumer des fonctions qui sont totalement inutiles, qui ne produisent absolument pas de valeur, mais moi j'en suis absolument convaincu, et que finalement la valeur ajoutée réelle est infinitésimale. Et donc la question, c'est pas savoir si on fabrique encore des frigos, des jeans et des TV, c'est savoir si en France on fabrique encore des idées, ce dont je ne suis pas totalement convaincu. Ça, c'est un vrai problème, et ce problème du savoir-faire artisanal. Et je prends artisanat au sens où le définit Richard Sennett dans son ouvrage qui s'appelle « Ce que la main sait faire » ou « Ce que la main peut faire », enfin The Craftsman en anglais, qui est une extension de l'idée d'artisanat, c'est-à-dire que chez Richard Sennett, qui est un très grand sociologue américain, d'ailleurs qui est devenu sociologue parce qu'il était violoniste et suite à une opération de la main qui a mal tourné, il n'a pas pu être un professionnel de la musique, donc il a dit « je suis sociologue par défaut », au moins c'est le mérite d'être dit. Et donc c'est l'idée que un artisan, c'est quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait et qui fait bien ce qu'il aime faire. Donc ça peut être une pratique. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est tous des artisans en puissance. Et je pense que ça, c'est un champ de réflexion extrêmement intéressant de finalement, par rapport à l'éducation, parce que moi, je me place par rapport à mon métier d'enseignant, finalement, qu'est-ce qu'on va transmettre aux étudiants qui ont accès à Internet, à des encyclopédies en ligne, enfin, qui en savent autant que nous quand ils arrivent dans une salle de cours. On ne va pas transmettre de la connaissance. Ce qu'on peut leur apporter, c'est de trouver ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment faire, et d'aimer faire ce qu'ils font.
Si on fait déjà ça, je pense qu'on a déjà fait un travail intéressant. Et je pense que c'est une vraie réflexion sur l'artisanat qui d'ailleurs a été intégrée dans le projet de la marque France. Hein. Enfin, la mission qui avait été confiée à une équipe qui avait réfléchi sur cette question-là, en montrant qu'effectivement l'une des dimensions de la marque France, c'était la créativité, la surprise. Mais c'est aussi la remise à l'honneur de la question de l'artisanat, et donc de la main. Alors de la main qui ne soit pas simplement dans la manipulation symbolique, parce que notre économie est dans la manipulation symbolique, c'est-à-dire qu'on forme des manipulateurs de symboles. Bon, je suis bien placé pour le savoir, parce que le marketing, c'est de la manipulation symbolique pour créer de la valeur économique, mais je pense qu'il faut aussi créer d'autres formes de manipulation, de savoir-faire, et surtout quelque chose qui est lié à l'amour de la tâche, voilà, de la tâche. C'est vrai qu'on a évoqué ces questions aussi la semaine dernière concernant la mode. On pointait la difficulté effectivement à avoir des façonniers français. C'est la question de l'artisanat qui était portée. Puis posée, une créatrice de mode qui était avec nous disait le désarroi de ses parents quand elle leur a dit qu'elle voulait faire un apprentissage manuel, ce qui était évidemment et qui est dans notre pays extrêmement mal perçu. Mais pour rester sur la question de la marque France et sur la question de la mode, Anne-Flore Maman-Laroffier, vous aviez publié sur abclux.com au mois de mars dernier un article sur cette question marque France et Made in France, la confusion des genres. Je vous lis beaucoup, je vous lis tous beaucoup dès que je peux. On peut reprendre un peu quelques termes de ce court article en l'occurrence. Oui, non, pardon, excusez-moi. En fait, cet article avait pour vocation à clarifier en fait la distinction entre la mission de la marque France et ce qu'est le Made in France, puisque ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que la mission marque France avait pour idée d'identifier quelles étaient les valeurs de la France en tant que nation, en tant qu'État, en tant que pays, en tant que culture, tout ce que vous voulez. Quelles étaient les valeurs véhiculées pour les Français, pour l'étranger, et partant de ça, comment capitaliser sur ces valeurs pour vendre une image pays, une image de la France, de cette marque pays, en fait, à l'étranger, ou même en France pour les Français, positive. C'est très différent des produits qui sont labellisés Made in France, qui vont, par cet effet de halo que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire, disons, par capillarité, l'image de la France va impacter l'image des produits fabriqués en France, mais n'empêche que ce n'est quand même pas l'image du Made in France en tant que tel, c'est-à-dire que lui-même est impacté par d'autres éléments en dehors du pays. Donc voilà, donc c'est simplement pour clarifier, c'est pour ça, parce qu'il y avait souvent une confusion qui était faite, même dans les questions qui étaient posées en fait à cette mission Marque France, on voyait bien qu'il y avait une incompréhension, c'est-à-dire que les gens étaient persuadés que la mission avait pour objectif de revaloriser les produits fabriqués en France. Et c'était pas du tout ça. L'idée, c'était de créer en fait une marque pays qui permettrait de porter à l'étranger les valeurs de notre pays, mais au-delà des produits, même dans les idées, justement, dans notre conception de la politique, notre conception de l'économie, de la philosophie. Enfin, voilà, ça prenait bien d'autres dimensions en compte. Il faut prendre ces différents points la sémantique est toujours très très importante. Mais oui, absolument. Et alors, cet article était paru au moment d'un des salons qui traite ces questions, c'est le MIFExpo en l'occurrence. Ce week-end, il y a eu Osons la France. Là aussi, il y a une part d'opportunisme, une part de bonne santé de cette marque France. Mais alors, cette bonne santé aussi, peut-être qu'elle se paye. C'est une question que j'aurais payée à Guillaume Gibault, mais que je peux poser tout autant à Benjamin Karl. La principale cause du décalage, dit-on, entre le patriotisme économique et puis les usages, c'est au moment de passer à la caisse, évidemment. Ce qui est fabriqué en France est souvent plus cher pour des raisons qu'on connaît tous ici. On dit que la fourchette raisonnable, c'est 10% plus cher, mais qu'au-delà, là, il y a une frontière qui n'est pas que psychologique, qui est économique, qui fait que l'acte d'achat, il ne se fait pas sur le national, mais sur le produit étranger. Ça coûte cher de consommer et de vivre fabriqué français. Je pense que la plus grosse fourchette, elle est entre le déclaratif des gens qui disent qu'ils veulent consommer français et ceux qui le font réellement. Ça, c'est certainement la plus grosse fourchette. Ça coûte cher. Alors, deux choses là-dedans. C'est que un produit français, si on le compare à un produit de marque, une marque étrangère, je prends encore un exemple sur les vêtements, je ne sais pas si c'est le plus marquant, mais en tout cas c'est le plus clair. Moi, l'habitude que j'avais, c'est d'acheter des jeans Levi's, j'aimais bien cette marque, ça coûte 110 € à peu près le jean. Mes pantalons fabriqués en France, qui n'étaient pas des jeans, mais qui étaient des pantalons tout aussi
solide, coûtait entre 100 et 120 euros. Donc on est dans le même ordre de prix. Par contre, si vous avez l'habitude d'aller chez Zara, H&M, Camaïeu, Pimki, Promode et autres mass market, comme on dit, c'est sûr que la différence, elle est de plus de 10%. Elle est presque de 100%. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est très cher par rapport à ça. Mais c'est parce qu'on n'achète pas la même chose, quoi. Il faut bien voir que c'est deux choses complètement différentes qu'on achète. Il ne faut pas comparer ce qui ne l'est pas. Après, sur les autres produits, les 10 ou 20%, en fait, je les ai jamais vraiment compris. Je veux dire que même avec cette expérience que j'ai faite, j'ai jamais compris pourquoi 10% c'était acceptable à partir du moment où le produit n'est pas le même. En fait, ça me paraissait un peu étrange. Mais je comprends qu'on mette dans la balance la fonction du produit. En attendant, il y a tout le temps une gamme immense dans les produits et on va choisir celui qui correspond le plus à nos attentes. Je prends l'exemple d'un lisseur pour cheveux, on en trouve à 10 euros, on en trouve aussi à 50 euros. Qui est-ce qui explique cette différence? C'est l'image qu'on a du produit, ce qui renvoie, l'image de la marque aussi. Donc c'est là-dedans, et je pense qu'il y a la place pour une offre d'un produit fabriqué en France. Je prends encore, ça marche pour le lisseur de cheveux, ça marche pour le jean ou pour le vêtement en général. Il y a de la place, quoi. C'est pas rédhibitoire le prix, je pense. Quelle importance vous accordez au prix quand vous êtes en conseil auprès d'entreprises, cette question-là? Ben, le prix, c'est fondamental, c'est ce qui est le plus important. Mais d'un autre côté, il y a des marchés de produits, on achète un produit et donc un prix. Il y a des marchés de marques, le prix n'a pas d'importance. Et le plus gros marché de marque, c'est ce qu'on appelle le luxe. Parce que ce qui caractérise un produit de luxe, c'est qu'on ne demande pas le prix. Parce que c'est vulgaire. Dans un magasin Hermès, c'est de demander combien coûte un sac Kelly. On n'est plus à 1000 euros près. Donc, le grand tour de passe-passe du luxe, c'est finalement de déconnecter l'acte d'achat d'une quelconque perception du prix. Un produit luxe, c'est un objet pour lequel on ne se pose pas la question de combien ça a coûté. A-t-on envie de savoir que la toile enduite avec laquelle on fait des sacs monogrammés coûte 10 euros du mètre carré ? On n'a pas forcément envie de le savoir. Ou qu'un flacon de Chanel numéro 5 coûte en fabrication, coût de production direct, 1,50 €. On n'a pas envie de le savoir, parce qu'on achète du symbolique. On ne peut pas brader du symbolique. Donc, je pense qu'il y a cette distinction. Et en fait, le travail des marques, c'est quoi? C'est soit d'emmener vers la marque en sensibilisant à la marque, en disant la marque, c'est très, très important. Donc, quand vous achetez du parfum, du champagne, du cognac ou des cigarettes, vous n'achetez que de la marque. Le produit n'a aucune importance. Quand vous achetez du papier aluminium, du papier toilette, etc., vous achetez du produit, ou une brosse à dents, vous achetez du produit, donc du prix. Sauf si la marque va vous expliquer que effectivement, elle a un certain nombre de caractéristiques qui font que vous allez pouvoir séduire en discothèque, ne pas avoir de caries, etc. Mais c'est à ça que sert une marque. Ce qui fait que l'importance de cette retour en fanfare du Made in France, si c'est le retour en fanfare des marques, c'est une bonne nouvelle pour l'achat Made in France, parce qu'il se fera plus sur une valeur de la marque plutôt que sur le prix du produit exclusivement. Mais j'ai juste une anecdote. J'ai assisté cet après-midi à une soutenance d'une étudiante du Master Marketing et Communication de l'ESCP Europe qui travaillait sur l'extension des marques dans le parfum. Parce que toutes les marques veulent faire du parfum, etc. Et en fait, elle a fait une expérience très intéressante. Elle a pris un jus qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été commercialisé, et elle l'a présenté de 3 façons différentes à des personnes en disant c'est un jus Dior. Alors les gens disaient ah oui, c'est un parfum extraordinaire, ça me rappelle tel parfum de Dior, etc. C'est un jus Moët et Chandon. Ah oui, c'est vrai, ça sent le champagne, c'est très pétillant, très frais, etc. Donc les gens projetaient leur perception de la marque Moët sur le jus. Et après, elle a dit non, en fait, ça va être le prochain parfum Ferrari. Ah non, oui, non, c'est viril, ça sent l'essence, etc. Et donc on voit bien que la perception est totalement déconnectée de l'objet, elle est simplement liée au prisme de lecture de la marque. L'effet Kuleshov appliqué au jus. Oui, mais voilà. Et en fait, je pense que le problème de cet effet de Made in, c'est que le Made in, en fait, c'est un récit. C'est-à-dire, est-ce que la France a encore quelque chose à raconter en termes de fabrication? Eh bien, je ne le pense pas. C'est pour ça que j'ai été invité, d'ailleurs. Absolument. Voilà. Je ne le pense pas parce que historiquement, les grands récits de fabrication, c'est l'Angleterre, l'Italie, qui a réussi à créer depuis la Renaissance un récit sur l'élégance italienne, le savoir-faire artisanal italien.
Non, mais il y a un travail qui a été fait par un Italien qui s'appelle Mario Belfonti, d'ailleurs qu'on a traduit à l'IFM sur l'histoire culturelle de la mode, qui montre comment, depuis la Renaissance, l'Italie a réussi à construire un récit culturel sur le savoir-faire des artisans italiens. Alors après, ça a été réembrayé au XXe siècle, mais ça existe depuis la Renaissance. Et en fait, nous, on vit sur un acquis qui vient du XVIIe siècle. C'est ce qu'a montré une historienne américaine qui s'appelle Joanne de Jean, qui a analysé la façon dont Louis XIV avait créé un art de vivre à la française pour promouvoir finalement le travail des manufactures royales et donc pour exporter des produits notamment à la Chine, parce qu'à l'époque on avait déjà un problème de déficit commercial vis-à-vis de la Chine, du fait de la soie notamment. Et donc le récit qu'a créé Louis XIV, enfin et d'autres, mais au XVIIe siècle, c'est un récit d'élégance, d'art de vivre, etc., lié à la France et en fait lié surtout à une ville qui est Paris, parce que tout ça se jouait à Paris et Louis XIV notamment a fait que Paris devienne Paris. D'ailleurs, cette historienne a fait un autre livre intéressant qui s'appelle How Paris Became Paris, c'est-à-dire comment Paris est devenu Paris. Les boulevards, les promenades, etc. Bon, enfin, les promenades, les boulevards, c'est mieux après. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce récit s'appuyait sur un savoir-faire manufacturier qu'on a perdu. Donc, on a perdu le savoir-faire et ses spécificités. Alors, sauf peut-être, vous allez me dire, le cristal baccarat et d'autres exemples, ou la dentelle. La dentelle, c'est aussi un contre-exemple. Mais on a perdu ce savoir-faire manufacturier et surtout, on a perdu le récit. C'est-à-dire que la France, qui était une grande puissance, devient un pays qui n'a plus aucune importance sur le plan mondial ou idéologique. Et ça, et je pense que la résurgence du Made in France, c'est cette dimension anxiogène d'un pays qui est en train de s'effondrer symboliquement. Et pas que symboliquement. Vous avez vu les photos de notre cher président qui ont fait le tour du net ce week-end. Bon, mais voilà un exemple, si vous voulez, de misère symbolique qui ne va pas aider la France à développer sa marque. Ni le premier ni le dernier à être. Non, en pas même temps, il y a des ça. t-shirts qui se font avec Chirac avec des bouquets de fleurs sur la tête. Donc c'est la preuve que ça peut être branché plus tard, quoi. Ouais. Avant que le public n'intervienne, donc levez la main vous amènera un micro. Vous vouliez aussi réagir sur quelques-unes de ces questions. Alors, on a brassé beaucoup de choses. Donc, du coup, on a changé de sujet. En fait, je voulais juste rebondir sur la différence entre le déclaratif et l'action en fait, des consommateurs. Parce que quand le consommateur est soumis à ce qu'on appelle, dans notre jargon marketing, l'effet du pays d'origine, en fait, il y a 3 mécanismes qui peuvent être actionnés, soit tous, soit un seul. Il y a un mécanisme émotionnel qui est, je vais aller par exemple pour un Français, choisir de consommer français parce que émotionnellement ça me rappelle quelque chose, parce que c'est la marque de mon grand-père, etc. etc. On a un mécanisme qui est cognitif, c'est-à-dire de rationaliser, je défends des emplois en France, etc. Et on a un mécanisme normatif qui est parce que c'est bien perçu en ce moment de le faire, je le fais. Et en fait, il n'y a que dans ce cas-là le mécanisme normatif où le prix n'intervient pas. C'est-à-dire que quel que soit le prix, dans la limite du raisonnable, en fait, le consommateur, s'il est persuadé qu'il doit agir ainsi d'un point de vue éthique, il va le faire. Dans les autres cas, il y a d'autres des variables qui vont venir modérer l'impact soit émotionnel, soit cognitif auquel le consommateur est soumis. Il y a le prix, mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi la disponibilité. Moi, je prends un exemple personnel, mes parents voulaient s'acheter un nouveau grille-pain. Le seul grille-pain français qu'ils pouvaient acheter au Darty à côté de chez eux était en rupture de stock. Résultat, ils ont pris celui d'à côté qui n'est pas fait en France. Voilà. Non, mais c'est bête, mais c'est la disponibilité. Alors, certes, il y a des sites qui répertorient, Little Market, etc. Mais n'empêche que si le consommateur aujourd'hui, quelle que soit la génération, on est la génération Google, on est la génération de tout cuit, on veut tout prêt. Les étudiants, c'est clair, c'est exactement ça. Mais même nous, on veut des choses qui soient là, qui soient faciles, qui soient pas compliquées. On veut bien donner à une association humanitaire, mais il faut que ce soit simple à faire, il ne faut pas que ce soit très compliqué. Il faut que aussi la déduction fiscale soit clairement... que ce soit simple à faire aussi, sinon on ne fait pas. On veut bien acheter tel produit, mais il faut qu'il soit pas trop loin de chez nous, pas trop cher. Voilà. L'idée, c'est on veut être informé, on veut tout savoir. Donc ça, le digital nous permet quand même de répondre à la question pas mal. On veut tout savoir, donc on est connecté, on regarde sur son téléphone portable en même temps le prix qu'on voit à la Fnac pour voir si c'est pas moins cher sur Amazon. Enfin bon, voilà. Et même dans le luxe d'ailleurs, on fait cette démarche-là d'aller s'informer parce qu'on s'aperçoit que les vendeurs connaissent parfois moins les produits qu'ils vendent que ce qu'on pourrait avoir comme information sur Internet. C'est triste, mais c'est comme ça.
qui vient de ce désamour d'ailleurs du produit que vous mentionnez tout à l'heure, parce que on a parlé de l'artisanat qui disparaît et qui est mal perçu, enfin cette idée de la main qui est mal perçue de la part des parents quand on choisit cette filière. Mais j'irais au-delà de ça, il y a même un manque de porosité entre les filières. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce, par exemple, donc moi qui interviens beaucoup dans des formations de luxe, ils n'ont aucun cours sur les produits quasiment. Donc ils sortent, ils savent pas la différence entre de la soie et du coton. Non, mais je veux dire, c'est grave quand vous faites chef de produit chez Hermès et vous savez pas faire la différence entre. Enfin, on leur enseigne pas. Alors sur le tas, ils apprennent, mais n'empêche que du coup, il y a les marketeurs qui vont pas comprendre le travail des ouvriers et qui n'ont aucune raison d'aller sourcer en France plutôt qu'ailleurs, puisque de toute façon, ils comprennent pas ce qu'ils font. Non, mais voilà, il y a un manque de porosité dans le système éducatif. Je pense que ça, c'est clair. Alors que les écoles de commerce ont été créées par des soyeux. C'est ça qui est paradoxal. Pour apprendre à leurs enfants les métiers du commerce de la soie. Paradoxe. Alors, cette grande soirée du déclin français, est-ce qu'il y a une question dans la salle? On va vous apporter un micro. Bonsoir, Charles Huette. Je suis l'auteur d'un ouvrage sur le Made in France, ça s'appelle le Guide des produits Made in Emploi. Et comme on est digitaux et qu'on veut tout facile, rapidement, gratuitement, il y a une application mobile gratuite qui est disponible, tout le contenu du bouquin. Comme ça, on aurait pu savoir que effectivement Adidas relocalise, alors précisément dans le Bas-Rhin, dans les ateliers Schwung avec une 50aine de salariés, que Origine France Garantie c'est 50% de B2B, que la marque France n'atterrit pas parce qu'elle s'est lancée dans la même ambition que le rapport Gégo qui a abouti à la fondation du label Origine France Garantie, dont j'étais le responsable technique au cours de toute cette année, à savoir de définir le Made in France. Parce que fondamentalement, le problème, c'est de la définition. Le Made in France, c'est avant tout pour moi une question de... un enjeu d'information, et je suis un petit peu déçu du niveau du débat ce soir. C'est pour ça que je me permets ces petites remarques, précisions introductives, parce que de l'information, il en existe. L'information, il en existe. Il y a plein d'acteurs dans l'écosystème du Made in France. Le salon MIF, Benjamin qui a fait beaucoup pour la popularisation du Made in France, Guillaume Action Slip Français, Arnaud Montebourg. Mais il y a des acteurs de l'information, il y a des sites, il y a des annuaires, il y a des applis, il y a des livres, il y a des salons, il y a un label. Et juste aussi sur le code des douanes, c'est faux, il n'y a aucun produit qui peut se prévaloir d'avoir uniquement le conditionnement en France et d'avoir un made in. En fait, au contraire, c'est trop précis, tellement bureaucratique que ça aboutit à 900 définitions du made in par nomenclature de produit. Mais malheureusement, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même combinaison de pourcentage de valeur ajoutée et de dernière ouvraison. Enfin bref. Donc ça existe. C'est avant tout une question d'information. Et voilà, ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'il faut, il faut être précis sur le sujet et que en fait, ça dépend que de nous. Chacun va mettre des valeurs différentes sur le Made in France. Moi, ça va être l'emploi. Mathieu, ça va être le locavorisme. On n'a pas du tout parlé de la question de ces valeurs. Alors, juste pour répondre, on a parlé des salons, on a parlé des sites. Peut-être que vous avez eu une écoute flottante, ce qui peut arriver dans un débat, et je vous en excuse bien volontiers. Le locavorisme, on en a parlé il y a 3 débats, parce qu'effectivement, on ne peut pas aborder tous les sujets en 1 heure de temps. C'est juste pour répondre un tout petit peu aux critiques, mais c'est ce moment de critique qui est important maintenant. Non, mais je veux pas en plus désagréable, c'est formidable que vous fassiez un sujet là-dessus, et puis il y a des choses intéressantes qui sont dites, mais j'ai trouvé ça à la fois des défaitistes, très orientés marketing, alors que justement, moi, ça ne m'importe plus que mon suite est marqué ORIJNS ou GAP ou qu'importe. Je m'en fous. La seule chose qui m'importe en tant que consommateur, puisque les prix sont exactement comparables, c'est que là, il y a 20 couturières à Saint-Ponge dans l'Aube. Et qu'au contraire, je pense que le Made in France ne progresse parce que les gens sortent aussi de cette lobotomisation et dépendance aux marques et qu'elles veulent y mettre de la valeur et qu'elles veulent réchauffer ça et qu'en plus... Et après, c'est juste une question de changement de mode de consommation, on consomme moins mais mieux, plus local et plus solidaire. Et voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas trop abordés ce soir. Je voulais juste rajouter ça. Très bien. Alors, vous vouliez réagir? Juste pour répondre, c'est très bien, vous faites partie simplement des 4% de la population qu'on appelle les culturels créatifs. Je ne sais pas si vous saviez. On définit les sociotypes comme ça. Les culturels créatifs sont ceux qui vont justement défendre une consommation basée sur une certaine éthique,
qui va être du locavore, qui va être aussi du bio, qui va être ce genre de choses, qui vont concevoir leur consommation non pas par une consommation de produits, mais comme une consommation de symboles de construction identitaire de leur vie, pas statutaire ni ostentatoire, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on va consommer de manière holistique pour à son âme en même temps que pour se vêtir ou pour etc. Donc voilà, c'est très bien, mais c'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on s'adresse pas aux 4%, mais on s'adresse aux 96 autres. Voilà. Mais on n'entend pas, monsieur, ce que vous dites, mais... Pardon Ça, c'est du déclaratif, encore une fois. Une fois qu'il passe à la caisse, c'est autre chose. Oui, Non, j'ai dit 4% comme monsieur, qui ont une consommation holistique qui est spirituelle également. C'est très, très différent. C'est très différent. Après, encore une fois, vous avez 93% des gens qui cochent la case quand on leur montre un sondage. Voulez-vous consommer Made in France ou pas? Après leur avoir présenté 30 questions. Ou souhaitez-vous défendre les emplois, etc., etc. Donc les sondages, d'abord le marketing ne se résume pas aux sondages, heureusement. Même les études marketing, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas basées sur du quantitatif, mais sur du qualitatif. Et effectivement, les gens, on les a conditionnés parfois dans ces sondages. Enfin, je pense qu'on le sait tous, hein, il suffit de voir les sondages politiques. On vous conditionne d'une certaine manière pour répondre à la question finale, qui est à la fin, c'est purement cette question de normatif dont je parlais tout à l'heure. Si on vous conditionne pour que vous vous sentiez mal si vous répondez non, vous répondez oui. Après, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Benjamin, et puis on... Alors, oui, juste très rapidement, je pense que moi, ce que j'ai vu aussi, et pour encore une fois pas opposer les différents corps de métier, et notamment le marketing à la fabrication et ces choses-là, ce que j'ai vu moi dans cette année, c'est des entreprises qui étaient, pour certaines, à bout de souffle en termes de communication, qu'on pourrait considérer comme ringardes, qui, sur toute l'année que j'ai passé à faire ça, ont changé leur façon de communiquer, ont changé leur façon de dire qu'ils faisaient du Made in France. Et rien que ça rend les choses plus sexy. Et encore une fois, et ça a été dit, la consommation, c'est du plaisir. Et ça fait d'autant plus plaisir d'acheter une marque qui a une belle gueule, qui fait une bonne communication, qui met en avant de façon cohérente et intelligente ce qu'elle propose. Et c'est pas une question de les opposer. Si toutes les gens qui fabriquent en France pouvaient se payer le luxe d'avoir une analyse de comment ils pourraient communiquer sur ce qu'ils fabriquent, on aurait beaucoup plus envie d'acheter du Made in France parce que ça marquerait beaucoup plus les esprits. Pour le moment, on a des labels qui sont des choses un peu ringardes, entreprises du patrimoine vivant, qui font des très belles choses, mais qui sont très, très, très mal mises en forme. Mise en valeur, oui. C'est une question de communication très, très rapidement, parce que j'aurais quand même qu'on entende... Je voudrais dire un truc. Ce qui caractérise pour moi un débat Made in France, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un individu qui est toujours au fond à droite, qui prétend toujours en savoir mieux que les gens qui ont débattu. C'est toujours le cas. Je rappelle qu'on n'était pas sur un débat informatif sur le Made in France, on n'était pas sur des statistiques, on était sur un espace de réflexion avec des profils différents sur le Made in France. L'idée, c'est pas de savoir qui achète quoi, c'est d'essayer de tisser les questions posées par le Made in France. Voilà. Donc, que le débat était déceptif, j'en suis déçu pour vous, mais on ne peut pas faire un procès de précision à des débatteurs alors qu'après, on va s'enorgueillir d'une expérience personnelle sur un suite. Enfin, c'est absurde comme logique rhétorique. Vous continuerez après le débat. Je crois que quelqu'un a le micro. Oui. Monsieur. Merci. J'aurais aimé qu'on rapproche le débat d'aujourd'hui, de ce soir et ce sujet-là, d'un débat qui a lieu en ce moment dans les médias, la radio, etc., et qui porte sur l'ouverture des magasins le dimanche. Et on nous raconte que si jamais on ne le faisait pas, tous ces touristes qui sont en Europe vont aller acheter